Bonsoir les amis. Alors, comme d'habitude, je suis heureuse d'être avec vous, ce soir. Dans ce pays, en France, la situation est très grave et donc bien, on alerte, on continue d'informer, on continue de vous informer et pour cela, aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter une personne dont vous avez beaucoup entendu parler certainement ces derniers temps. C'est un homme qui, est sous le feu de la rampe là pour l'instant. On va un peu voir avec lui comment c'est arrivé tout ça. Alors ne vous étonnez pas, pour une fois, il n'y aura pas d'image, on n'aura pas d'image parce qu'il a un souci de connexion. Et donc, il va être avec nous, bien sûr, on va l'entendre, il va répondre un peu à mes questions, tout ça, nous donner plein d'infos, mais ce sera a priori sans image. Sinon, on risque de le perdre. Alors, on préfère évidemment que ce soit comme ça. Donc, je vais l'inviter à me rejoindre, bien sûr. C'est Sébastien Béraud, vous avez reconnu de qui je parlais, bien sûr. Bonsoir, Sébastien Béraud. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Oh, ben ça va plutôt bien. Oui, Voilà, c'est compliqué. J'ai fait une grosse journée, mais là, le soir, c'est un moment de détente, de discuter un peu avec vous et avec vos auditeurs. Eh bien sûr, il va y avoir beaucoup de questions, je pense, parmi les auditeurs. Je vois qu'ils sont déjà bien au taquet, là. Il y avait une grande attente, je pense. Donc, on parlait du salon de l'agriculture et vous disiez que vous étiez là quand même, vous avez fait beaucoup de bruit et vous avez profité de ça. Et là, c'est là on vous a plus entendu, que c'était coupé. Mais en fait, on a fait beaucoup de bruit, mais on n'avait pas les caméras avec nous. Les caméras, ils étaient autour de Macron, 50 mètres plus haut, dans des bureaux. C'est là où vous avez vu pendant 2 heures le débat qu'il avait intronisé, où quand même il avait beaucoup la parole, et bon, il s'est fait remettre un peu en place, mais il est quand même fort au niveau du débat. Il s'est bien manipulé son audimat. Oui. Donc c'est pour ça que moi je n'ai pas voulu y aller, parce que je trouve qu'il en est sorti grandi, alors que pendant 2 heures, il a raconté que des mensonges, parce qu'en fait, c'est lui qui a mis la France à feu, l'agriculture à feu, en signant des accords de libre-échange avec l'Europe, et il n'en est même pas. Il croit qu'il y est pour rien, alors qu'il est vraiment responsable. Il n'est pas élu depuis 3 ans, il est élu depuis 7 ans. Ah oui. Donc ça peut être de sa faute. Je veux bien croire qu'avant c'était pas mieux, mais avec lui c'est de pire en pire. Donc, est-ce que moi j'ai été très surprise, par contre, que le salon de l'agriculture aille jusqu'au bout, en fait, continue. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait une réaction telle que le salon soit stoppé en réalité. Pas vous? Mais il faut savoir que le samedi où il y avait Macron, il y avait quand même 5000 CRS. Mais il y en avait autant que nous qui étaient en civil. Il y avait énormément de CRS en civil. Ils n'avaient même pas de brassard orange, rien du tout. Donc dès que ça chauffait un peu, dès que ça commençait à pousser, eh bien, on avait des gens qui étaient à côté de nous, qu'on croyait que c'était des agriculteurs, alors que non, c'était des flics et ils nous sautaient dessus comme c'était affreux. C'était impressionnant. Donc en fait, c'était un salon le premier jour, il y avait 7000 personnes qui étaient bloquées à l'extérieur, qui n'ont pas pu rentrer, et à l'intérieur, on n'était pas tant nombreux que ça. Il y avait bien plus de CRS que ce qu'avait l'agriculteur. Et ce qui est quand même fou, c'est que les 7000 personnes qui étaient à l'extérieur, ils avaient payé leur entrée, ils doivent être rentrés vers les 3h30, 4h, et encore quand ils sont rentrés, ils n'ont pas pu faire tous les halls, parce que Macron, comme il allait d'un hall à l'autre, eh ben, ils ont privatisé le salon d'agriculture. Quand il allait dans un hall, eh ben, il faisait sortir tous ceux qui étaient à l'intérieur et ils fermaient les portes pour que Macron puisse déambuler tranquille à l'intérieur avec les caméras comme si tout allait bien alors qu'il n'y avait personne. Oui, un peu comme ce qu'il fait le 14 juillet le terme m'échappe, mais c'est ce qu'il fait le 14 juillet. Donc il se pavane, il n'y a personne en fait, il retire tout le monde. Sur les Champs-Élysées, voilà. Ça me revient. Oui, c'est ça, hein. C'est la même idée. Vous avez été arrêté, vous, là-bas? Oui, après donc, moi ça c'était le samedi, et après donc je me suis fait repérer un peu le samedi vu que j'ai gueulé un peu beaucoup, et donc quand j'y suis allé le mardi, normalement je devais repartir le lundi, mais comme mardi il y avait Attal qui y allait, j'ai dit tiens tu vas aller voir Attal, et j'avais 2 ou 3 questions à lui poser. Il me semblait qu'avec Christian, mais il y a un peu mes moyens de discuter. Donc, je suis rentré dans le salon à 9h, à l'ouverture,
Et dès que je suis arrivé dans le salon, j'ai serré quelques poignées de main avec des personnes qui me reconnaissaient, parce que je pouvais pas faire 10 mètres dans le salon sans qu'il y ait des personnes qui me reconnaissent par rapport à mes vidéos. Comme je suis très suivi par le monde agricole, donc c'était intéressant parce qu'on pouvait discuter. Et dès que je me suis mis à discuter, à serrer les poignées de main, j'ai une douzaine de personnes en noir qui se sont mis autour de moi et qui m'ont demandé de donner mes papiers et ils m'ont fouillé. Mais moi, sur le coup, j'ai dit, mais qui vous êtes? Et ils m'ont dit, on est des CRS en civil. Bon. Et ils m'ont dit, il faut que vous veniez avec nous sur le côté, là. Ils voulaient m'extraire du salon. Ah oui. J'ai dit non, moi, je veux pas. Et comme il y avait d'autres copains avec moi, j'ai dit à mes copains, venez avec moi, je veux pas y aller tout seul, j'ai pas envie de me faire tabasser. Donc ils ont joué le jeu, donc on est allé à 5. Et donc après, ils avaient privatisé une allée entre les stands, et de chaque côté ils avaient mis des CRS pour pas que les passants puissent nous voir ou passer. Mais les CRS, vu que c'était en civil, eh ben ils ont vu que du feu les passants, ceux qui étaient au salon. Donc moi pendant 1h30, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils avaient mes papiers et moi j'étais en prison, j'étais au cachot. Et tout à coup ils nous ont relâchés et ils m'ont dit il faut pas que vous veniez sur le périmètre d'Attal du Premier ministre. Je dis d'accord, mais moi tête de brûlée comme je suis, j'ai fait le tour et hop j'ai rejoint après Attal. Mais Attal, plusieurs fois je suis arrivé à l'interpeller, j'étais à 2 mètres de lui, j'étais arrivé à passer plusieurs cordons, mais chaque fois qu'il me regardait, il baissait la tête, comme s'il me connaissait, comme s'il m'avait vu et qu'il voulait pas que je lui pose de questions. Et là, j'en profite de remercier la coordination rurale parce que quand j'ai été relâché, c'est à peu près 5 minutes après que la présidente de la coordination 47 a demandé à ce que je sois libéré à Attal. Et Attal, on le voit, il y a des vidéos qui étaient sur TikTok, il faisait le naïf en disant que personne n'avait été arrêté, alors que si, puisque moi j'avais été arrêté, alors que moi il n'y avait eu aucune insulte, il n'y avait eu aucun brouhaha, rien, puisque c'était bien avant qu'Attal il arrive, et voilà, moi j'étais tranquille, j'ai discuté, et en fait il m'avait repéré le samedi. Oui. Et je pense que mon portable était sur écoute, et ils ont su au moment où je suis arrivé, ils m'ont interpellé dès que j'ai passé au bout de 5 minutes. Ouais, c'est fou, hein. C'est fou, hein. C'est la milice, hein. Il y a des gens dans les commentaires qui disent c'est vraiment une milice en fait, hein. C'est plus la police. C'est la Gestapo, c'est comme si j'avais été fiché S ou QTF. Ouais, c'est ça. C'était impressionnant. Pourtant le salon de l'agriculture c'est grand, il y en a beaucoup de halls. Et incroyable. Et moi sur le coup j'étais un peu choqué parce que je m'attendais pas à ça, puisque j'avais rien dit, rien fait. Moi c'était le dernier jour, j'ai dit allez on va aller faire un tour au salon et on partira vite pour pouvoir être rentré chez moi à 6h, sachant que j'avais 7 heures de route. Et tout compte fait, j'ai pris du retard et j'ai jamais pu rattraper le retard. Ouais. Et l'autre chose, bah oui, ça, je n'en doute pas que tu n'avais pas pu rattraper le retard. Autre chose que je voulais savoir aussi, c'est par rapport au mouvement donc des agriculteurs. Ce mouvement, il est né, je pense, hein, sauf erreur, en Allemagne. Ça s'est propagé un peu partout, en Belgique, en France, au Luxembourg aussi, j'ai vu, en Espagne. Et est-ce qu'il est toujours aussi fort ce mouvement? Est-ce qu'il se renforce ou est-ce qu'il s'affaiblit? Et ça fait des vagues. Ça fait des vagues. Et il avait commencé aux Pays-Bas l'année dernière déjà. Oui. L'année dernière, parce qu'aux Pays-Bas, ils ont des problèmes. C'est-à-dire que les Pays-Bas, les terres, elles sont sous l'eau. Donc, c'est un pays qui produit énormément, bien autant que la France, et qu'ils exportent. Donc, ils ont des problèmes, ils utilisent un peu trop de produits chimiques, d'engrais. Donc, ils ont des normes environnementales très, très strictes. Et s'ils les mettent en place, il y a la moitié des agriculteurs des Pays-Bas hollandais qui vont disparaître. Donc, ils essayent de leur déposséder leurs terres. Et ça avait commencé déjà l'année dernière et ça avait duré vachement longtemps. Et là, de nouveau, et après il y a eu l'Allemagne, comme vous avez pu voir l'automne, l'hiver. En fait, j'ai l'impression que tous les pays qui sont dans l'Union européenne, ils manifestent contre Van der Leyen, la politique agricole commune, où ils veulent nous mettre des normes insupportables, ils veulent faire disparaître l'élevage, parce que soi-disant que notre élevage, il pollue à hauteur de 20% des gaz à effet de serre en CH4, alors que moi je trouve ça complètement stupide, parce que le lait qu'on fait venir de Nouvelle-Zélande
où la viande aux hormones qu'on fait venir d'Amérique, il pollue bien plus que nos vaches en étant sur place. Parce que les cargos, ils consomment énormément de mazout, et ils dégagent beaucoup de dioxyde et de NOx. Pour moi, c'est bien pire que du CH4. Le CH4, il en faut du CO2 dans l'atmosphère pour que nos plantes elles respirent, pour tout. Donc, pour moi, c'est une véritable mascarade. Ils ont trouvé par ce pied-là à vouloir faire disparaître l'élevage. Ils avaient déjà essayé parce qu'il faut savoir que derrière, il y a L214. L214, je m'entends plutôt bien avec eux, j'ai discuté avec eux. Voilà, on n'est pas tout à fait d'accord sur la solution finale, mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'ils sont financés par Bill Gates. Donc pendant un temps, ils nous disaient qu'on était des mauvais éleveurs avec le bien-être animal, tout ça, qu'il fallait pas tuer les animaux, tout ça. Au bout d'un moment, on est éleveur, il faut bien qu'on vive, il faut bien que vous mangiez, la viande ne pousse pas sur des arbres. À un moment donné, il faut tuer l'animal. Moi, je dis, il faut le tuer dans les meilleurs respects. Voilà. Mais donc, ça a pas pris avec le bien-être animal. Donc après, ils nous font croire que les animaux, ils pètent, ils rotent, ils polluent beaucoup. Donc, il faudrait arrêter l'élevage. Mais tout ça, c'est pour mettre en place une nouvelle alimentation, c'est-à-dire la farine d'insectes, pour mettre les nouvelles usines de Bill Gates avec l'intelligence 3D pour multiplier des cellules souches, pour faire des steaks comme si c'était de la viande d'animal, mais c'est de la viande artificielle. Mais au final, ils veulent fabriquer votre alimentation de demain, et comme ça, au moins, ils pourront y mettre ce qu'ils veulent à l'intérieur, ils pourront gérer. À mon avis, c'est ce qu'ils sont pas arrivés à faire tout à fait avec le vaccin, mais ils vont arriver à le faire avec l'alimentation. On va me dire que je vais être un complotiste, mais ce que je vous explique là, je l'explique depuis 2019, et je vois que c'est en train d'arriver gros comme une maison, parce qu'en plus, nous, les paysans, ils veulent qu'on fabrique l'énergie verte de demain. Donc, c'est-à-dire beaucoup de biocarburants, en faisant du colza, en faisant des betteraves, du tournesol et compagnie, et de la méthanisation. La méthanisation, c'est fabriquer de l'électricité avec du biogaz. Et ce qui est quand même vraiment effrayant dans tout ça, c'est que on nous demande pas notre avis, on nous l'impose et on vous demande pas votre avis à vous si vous voulez manger de la viande française, de la charolaise, de la limousine, ou si vous voulez manger de la viande importée ou de la farine d'insectes. Tout ça, ils nous l'imposent par l'Europe. Et moi, pour moi, c'est pas normal. Moi, je suis agriculteur, c'est pour vous nourrir, c'est pas pour nourrir les moteurs. D'ailleurs, ma première vidéo que j'avais fait sur TikTok, le 2 janvier, c'était un coup de gueule vis-à-vis de Macron et de la FNSEA, parce qu'ils nous avaient bien roulé dans la farine. C'était pour l'augmentation du GNR, parce que dans nos tracteurs, on met du GNR, c'est du gasoil non routier. Mais ils ont décidé, Bercy et Rousseau, le président de la FNSEA, au mois de juin dernier, de nous augmenter le prix du GNR, de le faire passer de 1,40 € à 2 € sur 2 ans. Sachant que déjà il a doublé depuis la guerre en Ukraine, et des 70 centimes, il est passé à 1,40 €. Donc je vous explique pas, les exploitations comme nous, qu'on utilise 40 000 litres par an de GNR, déjà en doublant, on a pris 70 centimes, donc vous faites la multiplication, et là encore, ils voulaient nous faire reprendre 70 centimes. Mais ce qui est le plus effrayant dans tout ça, c'est que M. Rousseau, il a trahi toute sa base, parce qu'il avait dit, qui voulait faire ça à condition de mettre beaucoup plus de biocarburants. Parce que lui, vu qu'il a la tête du groupe Avril, en faisant mettre beaucoup de biocarburants dans le GNR, eh bien, il faisait tiroir caisse. Ça lui renflouait les caisses de sa grande multinationale. Sur le dos des paysans, ça le dérangeait pas. Et surtout sur votre dos, parce que plus on va faire de biocarburants, et bien moins vous aurez de l'alimentation pour nourrir, et vous allez avoir une alimentation qui ne sera pas tracée, qui n'aura pas les mêmes normes environnementales, économiques et sociales comme nous on veut nous imposer. C'est pour ça que nous on n'arrive plus à suivre, parce qu'on a des coûts de production qui flambent, et il faut toujours qu'on monte au prix mondial. Donc ça ne peut pas durer, c'est insupportable. Et en fait, les syndiqués, ils ont bien compris que les syndicalistes n'étaient pas là pour les défendre. Donc moi, ça fait déjà pas mal de temps, je dis, il faut créer un mouvement des non-syndiqués. Parce qu'en fait, et ce mouvement, il est créé, il existe? Il existe parce que je me rends compte que on est beaucoup allé dans les manifestations sans drapeau syndicat, parce que on se sent plus concerné. Et en fait, quand il y a des élections chambre d'agriculture tous les 5 ans pour faire la représentativité des syndicats, on est 50% à ne plus aller voter.
donc non syndiqués. Et la FNSEA, elle gagne avec 52% de 50% qui va voter. Donc c'est comme avec Macron, en fait il représente entre 20 et 25% des paysans. Donc vu qu'on est 400 000, au bas mot, il représente seulement 100 000 paysans. Et les paysans qui ne sont pas réunis autour de ce syndicat, de ceux ou de ces syndicats, est-ce que entre vous, vous êtes organisés? Eh bien là, on est en train de le faire. Là, moi, j'ai monté un groupe WhatsApp. On est en train de se structurer. On a tous les départements français qui sont représentés et on essaye vraiment de se structurer et d'amener des propositions. Et quand on discute entre nous, la proposition numéro 1, et il n'y en a pas 50, c'est sortir de l'Europe. C'est le Frexit. C'est ce que j'avais proposé chez CNews. C'est là que je me suis fait entendre et connaître parce qu'ils ne s'attendaient pas à cette réponse. Quand ils m'avaient demandé c'est quoi votre solution, moi j'avais dit démission de Macron et sortie de l'Europe. Donc devant et j'étais pas d'accord avec ce que j'ai dit. Non, j'imagine. Ils font partie des mainstream, ils se sont décomposés. Et après, ils voulaient plus que je prenne la parole. Mais je la prenais quand même. Et quand je l'avais, je la lâchais pas. Parce que moi, j'ai pas peur d'aller dans les médias et de parler. J'avais préparé ça depuis longtemps. Oui, j'imagine. Oui, on sent que vous êtes préparé. Oui, allez-y. Tout ça pour vous dire, c'est que les agriculteurs, on est d'accord avec le fait que c'est l'Europe qui nous assassine. Donc on n'en veut plus de cette Europe. Mais d'ailleurs, on n'aurait jamais dû entrer dans cette Europe, puisque on avait voté à 55% contre. Donc on ne devrait même pas se poser la question d'en sortir, parce qu'on n'aurait jamais dû y rentrer. Donc c'est juste affreux ce qui nous arrive. Donc là, ils sont en train, Macron, c'est ce qu'il veut, il veut être président de l'Europe. Il est en train de dilapider la France, les bijoux de famille, il ne reste rien plus. Nous, on est le dernier pas à être exécuté, l'agriculture. Une fois qu'il aura réussi son coup avec l'agriculture, c'est pour ça que moi je ferai tout jusqu'à ma dernière goutte de sang pour me battre. Parce que s'il négocie l'agriculture, la disparition des paysans en nous en faire des choses qu'on ne veut pas, et vous en vous nourrissant et des choses que vous ne voulez pas manger, eh bien la France, ça va disparaître dans les ténèbres. Et ça sera fini pour la France. Bien sûr. Alors j'ai encore une ou deux petites questions, notamment quelque chose que je voulais vous demander, et je vois que ça passe dans les commentaires, donc je vais poser la question. Les agriculteurs, c'est pas d'aujourd'hui qu'ils souffrent, hein, ça fait déjà plusieurs années, d'ailleurs vous le dites vous-même, en 2019 déjà, vous étiez intervenu. Et qu'est-ce qui a fait qu'il n'y a pas eu d'association des gilets jaunes et des agriculteurs au moment des gilets jaunes? Qu'est-ce qui a fait ça? Vous avez une idée de ça? Mais si, pour moi dans mon département, il y en avait des gilets jaunes, il y avait des agriculteurs. Eh ben oui, je sais pas si vous vous rappelez, je sais pas de quel département vous êtes, mais nous en Haute-Loire, on s'est quand même fait entendre, on a été un peu par des autres parce qu'on a la préfecture qui est partie en fumée. Je suis pas là pour dire c'est bien ou c'est pas bien. Elle est partie en fumée le 1er décembre 2018, le même jour où l'Arc de Triomphe a été saccagé. Et ce jour-là, moi j'y étais, d'ailleurs j'avais réuni 50 tracteurs de non-syndiqués, de syndiqués, on savait même pas, il n'y avait pas d'appartenance syndicale, il n'y avait pas de drapeau. Donc ce jour-là j'avais réuni 50 tracteurs, et avant il y avait des tracteurs, et après il y a eu des tracteurs pendant beaucoup de samedis au Puy-en-Velay. On était nombreux en tracteurs, et puis il y en avait beaucoup dans la foule, c'est des agriculteurs. Sauf qu'il y avait Macron, déjà, à cette époque-là, il était arrivé à négocier avec la FNSEA et les syndicats, et les jeunes agriculteurs, à ce que les JA et la FNSEA ne viennent plus avec moi. Et c'est très simple, parce que c'était au mois de novembre, et au mois de novembre, on touche les primes PAC. Les primes d'Europe. Il avait fait croire aux agriculteurs que s'ils continuaient d'aller avec les gilets jaunes, eh bien, ils ne toucheraient pas leurs primes PAC. C'était ce qui était totalement absurde et faux. Et il avait fait un coup de bluff. Et pour finir son tour de force, il avait décidé de prendre le président des jeunes agriculteurs, à l'époque, en 2018, qui était Jérémy Dessercq, président national. Il avait mis sur sa liste numéro 3 ou numéro 4 à la liste En Marche pour les européennes de juin 2019. Donc, pour vraiment calmer les troupes. Mais là, ils ont bien compris, les jeunes agriculteurs, que malgré que leur président soit parti sur En Marche et aux européennes, ça a été juste une fumisterie.
Parce qu'au final, ce brave Jérémy Dessert, qui a sauvé juste son cul à lui, en parlant poliment et son exploitation, avec 12 000 euros par mois, heureusement qu'il y arrive. Mais à côté de ça, ça fait depuis 2019 qu'il signe des accords de libre-échange à foison, les accords avec le Chili, les accords avec la Nouvelle-Zélande, les accords avec le Kenya, les accords du CETA, et là, bientôt, les accords du Mercosur. Et monsieur Jérémy Dessert, qui est en marche, eh ben, il suit le mouvement et signe. Et malgré que les agriculteurs soient contre. Donc, pas étonnant qu'après les agriculteurs, ils veulent plus aller voter ou ils veulent sortir de cette Europe. Parce que cette Europe, c'est une Europe cannibale qui est faite pour faire disparaître les États souverains. Et au final, eh ben, c'est notre agriculture qui va mourir. Et c'est pour ça qu'on a ces manifestations dans toute l'Europe, parce que on veut pas d'une guerre comme on nous a fait faire à plusieurs reprises par le passé, en nous en battre entre nous. On veut pas que les paysans français, allemands, ils aillent se battre contre leurs frères russes. Et puis on voit bien que depuis 40 ans qu'il y a cette Europe, moi j'étais pas contre le fait qu'il fasse une Europe. Mais ce qui est pas normal, c'est qu'on soit toujours en concurrence entre agriculteurs, entre les Allemands et les Français, entre les Français et les Espagnols, parce qu'on n'a pas les mêmes normes européennes, environnementales et sociales. Par exemple, en Allemagne, ils sont capables de faire ramasser des légumes et des fruits à des Polonais qui travaillent à 5 € de l'heure. Et chez nous, c'est pas le même tarif, c'est entre 10 et 15. Donc déjà, il y a une concurrence déloyale. Après, sur les produits chimiques, c'est pareil. Nous, en France, notre agriculture biologique, eh ben, chez eux, c'est l'agriculture conventionnelle qui est bio. En fait, il y a un décalage énorme. Donc, l'agriculture biologique qui vient d'Allemagne, c'est comme si c'était chez nous le conventionnel. En Espagne, ils ont le droit d'utiliser de l'atrazine, ce qui est strictement interdit en France depuis 20 ans, et tant mieux. Ils ont le droit d'utiliser des hormones de croissance en Espagne, en Italie. Donc, nous, nos petits veaux, ils vont se faire engraisser en Italie, en Espagne, avec des hormones de croissance. Après, ils reviennent sur les étals françaises. Donc, au final, les paysans français, on est baisés. Vous aussi. Tout le monde est baisé. Parce qu'on est dans une Europe qui n'a jamais été faite jusqu'au bout, et on dirait que c'est fait exprès pour nous faire battre entre nous, pour nous diviser, mais il faut que les peuples ils passent au-dessus de cette mêlée, qu'on soit bien plus intelligents et qu'on ne tombe pas dans ce piège. Parce que maintenant, on a l'avantage avec Internet et tous ces médias indépendants, on arrive à comprendre ce qu'ils veulent faire de nous. On l'a vu avec le Covid, avec le vaccin, avec la guerre. En général, la science infuse que veulent nous faire passer les médias mainstream, elle est bien loin de la réalité. Et on a de la chance, ça gratte un peu, qu'on arrive à connaître la vérité. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à tous les pays d'Europe à se soulever en même temps, à être intelligents, à se prendre par la main et à dire à cette Europe de Van der Leyen qu'on n'en veut plus. On n'en veut plus. D'ailleurs, je crois bien qu'en Allemagne, il y a un parti politique qui est en train de monter et qui est pour la sortie de l'Europe. Il y a beaucoup de pays qui demandent la sortie de l'Europe. C'est malheureux d'en arriver là, mais moi je pense que vu qu'ils veulent pas trouver des solutions, parce que vous n'allez pas me faire croire que des politiques, si vous voulez, la solution, ils l'auraient vite trouvée. Mais le problème, c'est que chacun tire la couverture à soi. Les Allemands, ils sont bien contents de vendre leur automobile à l'autre côté de l'Atlantique et de sacrifier l'agriculture française au travers des accords de libre-échange. C'est ça le gros problème. C'est ce pacte franco-allemand qu'on connaît depuis la création de l'Europe, et c'est ces deux pays qu'on essaye de mettre en guerre. Et d'abord, on voit bien toutes les commissions européennes, elles sont détenues par des Allemands, et là on voit que Macron, lui qui arrive de nulle part, il veut être président de l'Europe, mais moi je doute que les Allemands veuillent bien se faire commander par un président comme Macron. Donc au final, eh ben, ils vont essayer de tout faire pour nous faire signer les accords de libre-échange, pour encore une fois tirer les marrons du feu avec leurs voitures, avec les Volkswagen et les Mercedes. Et nous, on n'en veut plus de ça. Et en même temps, les agriculteurs allemands, ils crèvent, nous, on crève, et on le sait pourquoi on crève, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, parce qu'ils veulent nous mettre en place leur alimentation artificielle. On en veut pas de tout ça. Mais chez les agriculteurs, quand vous dites on crève, c'est pas une image, c'est pas une vue de l'esprit. Il y a vraiment des agriculteurs qui mettent fin à leur jour parce qu'ils n'en peuvent plus de cette situation. C'est pour ça que je me suis levé aussi, j'ai dit c'est pas possible. Les syndicats, jamais ils en parlent. On est à 2 morts par jour, ça fait 30 ans que ça dure. 2 paysans qui se suicident tous les jours. On a 50 exploitations qui disparaissent tous les jours. On a très peu de jeunes qui s'installent parce qu'il faut être fou de faire ce métier. Quand vous voyez vos parents qui triment toute une vie, qui peuvent pas partir en vacances, qui peuvent pas
donner la chance à leurs enfants comme les autres parce qu'ils n'ont pas le pognon pour payer des études ou ne serait-ce payer des habits, des chaussures comme tous, parce que maintenant, vous voyez bien, c'est les marques et compagnie. Donc, ces enfants qui ont vécu l'enfer sur Terre pendant leur vie, ils n'ont pas envie de reprendre l'exploitation. Donc, il faut qu'on se pose des bonnes questions. L'agriculteur, il ne doit pas être à la marge de la société. On veut bien travailler plus, mais on veut quand même arriver à gagner notre vie. Mais ça est complètement déconnecté. Et puis, j'ai des exemples flagrants. Regardez, l'amour est d'entrée, ça fait 20 ans que ça existe. Vous trouvez normal que les agriculteurs, il faut faire une émission pour qu'ils trouvent une femme, mais bien, quand bien même ils la trouvent, ils la gardent pas longtemps. Parce que les femmes qui vivent avec des agriculteurs, comment voulez-vous qu'elles aient envie de vivre avec quelqu'un qu'elles ne voient jamais, que leurs maris ne verront jamais leurs enfants, qu'ils ne verront pas grandir, qu'ils partiront jamais en vacances, qui sont sous le coup des factures, ils ne peuvent plus payer les factures, après il y a les huissiers qui viennent, tout, c'est invivable, mais ça y est, tous les jours ça y est. Et moi, ce qui me fait mettre en colère, c'est qu'on est capable de faire des salons d'agriculture, dépenser un argent monstre, et jamais on fera une commémoration, on mettra une gerbe de fleurs en mémoire de nos soldats, parce qu'on est des soldats de l'agroalimentaire, on est des soldats qu'on meurt pour la France, on n'est pas des cassos, on n'est pas des gens qu'on travaille pas, on meurt en travaillant, on veut toujours en faire, on veut toujours essayer, parce qu'en plus un agriculteur il est très orgueilleux, il ne dira pas qu'il n'y arrive pas, parce qu'il ne veut pas le faire voir vis-à-vis de ses voisins, mais jusqu'au jour, eh ben ça fait plus. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va pas prendre le fusil. Il va pas prendre un fusil, certains coups de fusil sur un coup de colère. Non, c'est tout réfléchi. C'est 90% des temps, il prend la corde, il va accrocher la corde, il monte sur l'escabeau, sur la chaise et se jette dans le vide pour plus voir cette misère, pour plus souffrir. C'est quand même fort ce geste. C'est énorme, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est tellement violent, tellement énorme. Et d'en arriver là, de pousser les gens à ça. Pour l'avenir, j'ai beaucoup de gens qui posent des questions là dans ce sens-là, dans les commentaires. Je vois beaucoup de commentaires passer qui disent et comment s'organiser pour l'avenir. Qu'est-ce que vous imaginez pour l'avenir? La création d'un parti, la création d'un rassemblement. Comment vous voyez les choses, vous? Eh bien, tout ça, je vais l'expliquer demain sur TVADP. Oui. Donc je me suis mis avec l'Alliance du Peuple parce que moi je crois qu'il faut plus faire confiance aux partis politiques. On a vu, on a eu la droite, on a eu la gauche, on a eu le centre avec Macron. Ils nous ont tous trahis, ils nous ont tous fait signer ces accords de libre-échange, ils nous ont fait rentrer de force dans l'Europe. Les syndicats, c'est pareil, les syndicats, c'est eux qui signent les accords de libre-échange au travers de Copa-Cogeca qui rassemble toutes les fédérations d'Europe. Donc ils nous ont fait faire de l'ultra-libéralisme. Produire pour créer du PIB, pour vendre à l'exportation, alors qu'au final, les paysans, ils n'ont pas eu un rond dans leur poche, ils se suicident. Donc ce système-là, il est fini. Moi, j'ai plus confiance aux syndicats, j'ai plus confiance aux partis politiques. Il faut qu'on arrive à créer un mouvement citoyen du peuple pour le peuple et inverser la musique, que la peur, elle change de camp et que ce soit nous qu'on décide. Donc, demain, je serai avec Christine Duvier-Jancourt, qui a rejoint le mouvement en même temps que moi, et on espère qu'on va attirer beaucoup de monde, et on a un projet demain qu'on va présenter, et je vous invite à nous écouter demain. C'est à quelle heure demain? C'est à quelle heure? C'est à 20h. À 20h sur TVADP. D'accord. Ouais. D'accord. Avec Eric Montana. Eric Montana. Ok, que je salue d'ailleurs Eric. Et vous avez l'impression que aujourd'hui les différents groupes qui ont protesté depuis des années là, donc les agriculteurs, les gilets jaunes, les parents même aussi d'ailleurs, les soignants, etc. Vous avez l'impression que ils sont prêts à s'unir pour changer la donne? Ben, j'espère. Ce qui est embêtant, c'est qu'on a les mouvements, ils ont toujours été les uns après les autres, jamais tous en même temps. Je pense qu'une bonne fois pour tous, il va falloir sortir tous en même temps. Mais moi, je crois beaucoup en ce projet que je vais vous présenter demain avec mes collègues. Si on arrivait à le faire passer, ce projet, je pense qu'on peut sauver notre France, on peut sortir de l'Europe, on peut retrouver notre souveraineté alimentaire parce qu'on peut sauver les paysans, on peut retrouver notre souveraineté économique, financière. C'est quand même énorme de pouvoir retrouver notre souveraineté financière parce que là, on est à la botte
des riches, des grandes banques, des Rothschild et compagnie, il faut s'en défaire de tout ça, parce que c'est eux qui nous fabriquent les guerres, c'est eux qui nous amènent au désastre économique, à la disparition de nos TPE, nos PME. Moi, je pense que les racines de notre France profonde, si on veut la garder, c'est les paysans, et c'est toutes ces petites TPE, PME. C'est eux qui font le socle des ouvriers, toute cette ruralité voilà, si vous enlevez ça, il n'y a plus de France. C'est pas le CAC 40, c'est pas tout ça qui va faire qu'il y aura suffisamment d'emplois. Et puis moi, j'en veux pas de cette intelligence artificielle à mettre des antennes à 5G tous les 3 kilomètres. Ça détruit tous nos animaux. D'ailleurs, j'ai une grosse pensée pour les 4 agriculteurs qui ont perdu toute leur vache à cause de ces antennes 5G, à cause des éoliennes, à cause des lignes à 400 000 volts, parce que ça crée des flux magnétiques très importants dans les sols, et nos vaches, qui n'ont pas de chaussures, elles sont au contact du sol. Ce sol, en général, il y a plus de 1 volt dans le sol, donc c'est comme si elles avaient du courant continu dans la bouche, donc elles ne se couchent plus, elles boivent beaucoup moins, elles produisent quasiment rien plus, et elles finissent par mourir. Moi, et ça le fait aussi aux humains. Il y a des humains qui ont la peau toute rouge. Il y a eu des clusters d'enfants qui sont nés avec des membres en moins, et ça a été prouvé que ça vient de ces flux d'intensité qui sont véhiculés c'est des ondes qui sont véhiculées par des rivières souterraines. Donc souvent en plus ces antennes, elles sont placées sur des dômes, sur des montagnes, pour bien capter, et à côté, souvent, il y a un château d'eau pour aussi que l'eau puisse, par gravité, aller dans les maisons. Donc, souvent, il y a une connexion entre les deux, et c'est un désastre. Mais là, ils veulent pas nous écouter, ils veulent pas laisser sortir tout ça. Quand j'en parle, ils en parlent pas dans les médias, mais je pense qu'avec ça, il y a un scandale, vous pouvez même pas vous imaginer. C'est un scandale qui devrait faire tomber le gouvernement, et ils devraient finir en prison pour la fin de leur jour. C'est pire que le Covid, je pense qu'il n'y a pas un autre scandale, c'est pire que la peste, c'est le plus gros scandale sanitaire qui va arriver. Ah oui, c'est sûr. Et ça a été installé pendant les lockdowns, pendant les confinements en plus, la plupart des antennes, hein. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Donc moi c'est pour ça que je veux garder ma France profonde. C'est pour ça que quand je discute là, des fois je m'énerve, je m'emporte avec les médias, il y a de quoi. Mais moi je suis capable d'avoir des conversations très posées. Mon sujet, je le connais sur le bout des doigts. Moi je veux pas que nos enfants, quand ils vont naître dans quelques temps, ils aient une puce à la naissance. Moi je veux pas de transhumanisme, je veux pas de LGBT dans les écoles. Voilà. Moi je veux retrouver la France de nos grands-pères, de nos grands-parents, qui ait un peu plus de croyances, mais que toute cette télé-réalité, tout ça, il faut y arrêter. On est en train de fabriquer des gamins, c'est plus des gamins, c'est des monstres. On va fabriquer l'école, il n'y a plus d'éducation, ça fait plus. Il faut vraiment qu'on retrouve notre civilisation d'avant et qu'on stoppe cette civilisation dans laquelle ils veulent nous amener. Mais c'est impératif. Mais si on ne fait pas en 2024, on est foutu pour moi. Cette télé-là, cette télé-réalité, ces médias mainstream, mais c'est du poison. Ça vous rentre ça dans le cerveau, ça vous rentre ça dans votre subconscient, et au final, vous en rendez même pas compte, et vous êtes des personnages qui n'ont rien à foutre de cette planète. Pour moi, c'est comme ça. Hein. C'est ça. Personnellement, il y a plus de 20 ans que je n'ai plus de télévision, et grand bien me fasse. Oui, ce que je voulais vous demander, c'est cela. Souvent, quand on voit ça, parce que moi, ce qui me surprend vraiment, c'est la vision globale que vous avez. C'est quand même rare. C'est assez rare que les gens voient les choses comme ça, de manière aussi globale. Et quand on parle de ça, quand on arrive avec tout ce qu'on a identifié, tout ce qu'on a compris, ou ce qu'on croit comprendre, dans cette globalité, souvent les gens disent, mais on peut plus rien faire, en fait. Ça pousse les gens à baisser les bras. Et vous, ça vous pousse pas à baisser les bras, au contraire, ça vous pousse à continuer et à vous battre. Et qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui disent, ça nous pousse nous, on a l'impression qu'on peut rien faire. Mais moi, c'est très simple. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'allais en vacances chez mes grands-pères, mes arrière-grands-pères, les arrière-grands-pères, ils avaient fait la guerre de 14-18, ils étaient revenus, et mes grands-pères, ils avaient fait 39-45, ils étaient revenus. Et ils s'aimaient pas bien en parler, mais des fois, ils m'en parlaient. Et je me rappelle, moi, que ça avait été quand même des résistants, ils avaient mangé les rats, ils s'étaient battus pour garder leur France profonde. Et bien, moi, quelque part, je me sens obligé
fier de faire ce que je fais. Moi, je peux pas accepter ce qu'ils veulent nous mettre en place. Moi, la franc-maçonnerie, là, tout ce qui se passe là, dans les loges, on voit bien, c'est pas normal tout ça. Il faut y arrêter, il faut les foutre en l'air. Mais je peux plus. Je comprends qu'il y en a beaucoup qui veulent pas en entendre parler, qui veulent pas connaître la vérité parce qu'ils ont peur d'être déçus. Et ceux qui le savent, ils veulent pas se battre parce qu'ils ont peur pour leur emploi, parce que c'est des trouillards, parce qu'ils vivent trop bien encore. Ils ont leur frigo qui est plein, ils ont leur petit confort de vie, mais tout ça, ça va disparaître. Moi, je veux être un alerteur, je veux vous faire comprendre que si on se bouge pas maintenant, votre confort et votre frigo, ça va plus durer. J'aimerais vous éveiller. Moi, je prends souvent l'exemple des grandes villes. Vous êtes dans des prisons en ciel ouvert, et il faut vite que vous en partiez, parce que tôt ou tard, vous allez manger les rats. Vous allez vous battre pour manger les rats. Moi, j'en suis persuadé. On va vers une famine, parce que tout est organisé pour que nous, les paysans, on vous produise plus suffisamment. Les importations, du jour au lendemain, elles peuvent être coupées parce qu'on n'est pas à l'abri d'une éruption volcanique, d'un séisme, on n'est pas à l'abri, je sais pas moi, d'un véritable virus, d'une guerre. Et si on n'a plus notre alimentation sur notre territoire qui sera fabriquée par nos propres paysans, on est mort à jamais. Il faut absolument qu'on garde nos paysans pour avoir un minimum de souveraineté alimentaire. Il y a 15 ans de ça, la France était la première puissance agricole européenne et la deuxième mondiale derrière les États-Unis. Mais aujourd'hui, on est peut-être 15e, 20e. On signe des accords de libre-échange avec le Kenya pour faire entrer l'alimentation du Kenya. Vous avez vu où c'est qu'on en est arrivé quand même? Mais moi, ça me rend fou tout ça. Moi, j'en dors pas la nuit. Donc, je me bats et je me battrai jusqu'à ce qu'on ait gain de cause. Il n'y a pas d'autre choix. Et puis, je le fais beaucoup pour nos enfants. Bien sûr. Parce que nos enfants, ils comprennent pas ce qui leur arrive. Non. Ou ils le comprennent, mais ils veulent pas se battre. Je sais pas. Il y a un problème. Moi, je vois que depuis que je fais toutes mes vidéos, tout ça, que j'ai été médiatiquement connu, j'ai énormément de gens qui viennent me voir, qui m'envoient du courrier. Mais à chaque fois, c'est des gens qui ont 50 ans et plus. C'est des gens qui se sentent concernés par mon discours parce que ça leur rappelle leur enfance où leurs parents ou grands-parents étaient des paysans et parlaient comme moi. Mais j'ai l'impression qu'après, derrière, ils s'en foutent ou ils sont pas conscients de ce qui va rester arriver. C'est dramatique. Moi, si je peux les réveiller, tous ces petits jeunes, parce que l'avenir, c'est les jeunes. Moi, l'avenir, il est derrière moi. Moi, à 50 ans, j'aurais pas besoin de faire tout ce que je fais, à prendre des risques comme je fais, ou bientôt, je pourrais plus sortir de chez moi sans être tranquille, ou on va m'enlever mes primes PAC, on va m'envoyer des contrôles fiscaux et compagnie. Je prends trop de risques. Et je me dis, si je les prends pas, qu'est-ce qu'on va faire? Oui. Qu'est-ce qu'on va devenir? Notre France, elle va mourir. Moi, j'ai pas l'intention que ma France, elle meure, parce que si elle meurt, c'est cracher sur nos anciens. Tout ce qu'ils auront fait pendant la guerre 39, la guerre 14-18, c'est comme s'ils avaient perdu d'avance, c'est comme s'ils n'avaient rien fait. On crache sur leur mémoire. Donc ça sert à rien d'aller faire des armistices, d'aller couper des rubans, d'aller mettre des chairs. Si derrière, on n'est pas capable de défendre notre France comme ils ont voulu le faire, vous croyez qu'aujourd'hui ils seraient là, ils feraient pas comme moi, mais ils feraient tous comme moi. Mais s'ils sont dans leur tombe et qu'ils voient ça, mais j'espère déjà qu'ils sont fiers de ce que je fais, mais ils doivent se retourner dans leur tombe, mais c'est pas possible. Donc quand je vois Macron qui a été élu la deuxième fois, qui a même pas été capable de chanter la Marseillaise, qui a chanté l'hymne à la joie, qui s'est servi des gamins pour chanter l'hymne à la joie, et qui a enlevé le drapeau français à l'Arc de Triomphe pour mettre le drapeau européen, mais ça veut en dire gros sur ce qu'il pense de la France et sur ce qu'il pense de nos aînés. Donc moi, Macron, combien de fois je l'ai interpellé en lui disant qu'il avait rien à foutre à l'Arc de Triomphe, en faisant les commémorations comme il fait, parce qu'il en a rien à foutre des paysans. Et à l'Arc de Triomphe, je m'excuse, mais le soldat inconnu, à 99,99% de chance, c'est un paysan. Parce que c'est nous les paysans qu'on a été à la guerre. C'était les gueux. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été le bas peuple. C'est pas les aristocrates et les politiques qui vont à la guerre. Eux, ils restent bien planqués. C'est clair. Moi, j'ai pas envie que mes copains, mes amis agriculteurs, on soit obligés de refaire une guerre contre mes amis russes. J'en ai pas envie. Et j'ai pas envie aussi qu'on parte en guerre entre nous, parce que le jour où il y aura plus rien à manger, vous comprenez bien qu'on va se faire dévaliser dans les paysans. Et moi, j'ai pas intention de tirer sur des gens qui n'auront rien à bouffer. Il faut prévenir tout ça. Il faut mettre des garde-fous. Il faut retourner dans les campagnes et que chacun fasse du jardinage, mettre des lapins, mettre des poules. Il faut s'y préparer à tout ça.
C'est vrai. Sinon, Et on est foutu. ce que je voulais dire aussi, peut-être, je vais voir un peu comment vous allez réagir à ça, et ce sera ma dernière question. Hein, mais c'est souvent les gens, j'entends, sont vraiment en attente d'une espèce de sauveur, d'une espèce de messie. Et moi, j'ai la croyance que, en fait, chacun a un rôle à jouer. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'il y ait un sauveur pour ça. Donc c'est vrai qu'on aime bien, évidemment. Par exemple, vous voir, on se dit oh là là, ça y est, voilà le sauveur. Mais en fait, il n'y a pas de sauveur. On est tous des sauveurs de ce pays. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je suis d'accord avec vous. Moi, j'aimerais bien que tout le monde pense comme vous. Le problème de la société d'aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus de croyance. Il n'y a plus de croyance en un Dieu. Surtout les Français catholiques, les Français autochtones pur sang. Moi, je le vois quand j'étais gamin avec ma grand-mère, jamais on loupait la messe. Même elle, quand elle était jeune, ils allaient à la messe, ils étaient 3 kilomètres dans la neige, ils allaient se confesser 3 ou 4 fois par an. Il y avait des communions, tout ça. Aujourd'hui, les baptêmes, mais moi j'ai honte, hein. Il y a une messe par semaine, l'église est quasiment vide. Il n'y a plus de confession. Les communions, ça a été rétréci à une. Il y a beaucoup de jeunes qui sont plus baptisés. Donc cette croyance en un Dieu n'existe quasiment plus. Et pourtant, l'homme, il est fait pour vivre, pour avoir pour pouvoir avoir une utilité sur Terre, il faut qu'il ait une croyance au fond de lui. Donc souvent, il y a eu la croyance du véganisme, la croyance envers le monde animaliste, voilà, voilà. Mais tout ça, j'ai l'impression que c'est un peu en train de tomber à l'eau. Et moi, j'ai l'impression que maintenant, les gens, ils sont obligés de croire en un sauveur. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup qui croient en moi, ils croient que je suis le sauveur. Mais moi, je ne veux pas passer pour le sauveur. Moi, je suis juste Sébastien Béraud, qui est un alerteur, mais en rien, je ne pourrais être le sauveur. Je ne peux pas. Je ne suis pas le Dieu. Mais il y en a beaucoup. Je vous promets, il y a beaucoup de personnes qui... Mais non, je peux pas, moi. Hein. On a tous un rôle à jouer. Tous. Absolument. On a tous un rôle à jouer. Et je pense qu'il faut retourner vers la foi. J'en suis sûr et certain. Il faut que les gens aient la foi, et c'est cette foi qui nous permettra de combattre le satanisme, qui nous permettra de combattre la franc-maçonnerie. Parce que eux, c'est une religion pour eux. Ils font des rites qui sont affreux pour détruire des gens comme moi, pour détruire notre peuple, pour nous diviser. Ils ont ni foi ni loi à ce niveau-là, dans les loges vraiment hautes. Et je pense que la seule chose pour combattre ces satanistes, c'est de retrouver notre foi, d'avoir un Dieu et de le vénérer. Parce que c'est pas normal qu'on soit tombé aussi bas, que les gens ils croient plus en la télé, en la télé-réalité, à toutes ces conneries. Non, c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est d'avoir un Dieu. Moi, je m'en fous des religions. Pour moi, c'est le dernier de mes soucis. Mais ayez quelqu'un en qui vous pouvez vous porter, voilà, croire. Et vous verrez, déjà, ça ira bien mieux dans votre tête, mais arrêtez cette putain de télé, ça vous détruit. Ah oui, ça c'est sûr. Sans aucun doute. Sébastien Béraud, merci beaucoup. Merci pour cette interview. Et puis ça y est, on y est arrivé quand même, hein, grâce à votre bonne idée là avec le téléphone. À chaque problème, il y a une solution. Il suffit juste de se prendre par la main. Et il faut pas s'énerver, il faut rester calme. Moi, je vois qu'en vieillissant, moi, je fais comme le fromage et comme le vin. Je m'assagis, je suis moins impulsif, je réfléchis. Voilà, et puis, de toute façon, on n'a pas d'autre solution. L'avenir, c'est à nous d'en décider. L'avenir, il faut plus le faire décider aux élites, parce que c'est des élites qui veulent plus de nous. Ils veulent nous réduire en poussière. Donc, soyons plus intelligents qu'eux. Il faut pas de sang, il faut rien. Il faut le nombre, et il faut être intelligent. Et on est intelligent. Il faut pas croire, le peuple français, on est intelligent, mais là, on a tous les moyens pour savoir ce qui se passe sur cette terre. Tant qu'on les a, utilisons-les. J'ai bien peur qu'ils vont nous le couper, ça tôt ou tard. Mais voilà, il faut vivre, il faut retrouver cette joie de vivre, discuter avec ses voisins, voilà, arrêter avec cette télé, avec toutes ces façons de faire, ces écrans. Putain, mais envoyez vos gamins dehors, jouez dehors. Comme on faisait nous quand on était gamins. Ils savent plus ce que c'est. Hein. Eh bien non, ils savent plus ce que c'est. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin,
tous les enfants de ma génération, ils allaient dans les exploitations, ils donnaient un coup de main, ramassaient les petites bottes de foin, à couper le maïs, amener les vaches. Ils étaient contents, ils étaient nourris, logés, blanchis, ils étaient comme c'était une garde. Et aujourd'hui, ça arrive plus. Maintenant, les parents, ils se débarrassent de leurs gamins dans les centres aérés. Le soir, c'est le portable, la tablette. Et ben si le gamin il fait pas de bruit dans sa chambre, mais au final, c'est pas bon tout ça. Non. Parce que c'est pas la vraie vie tout ça. Et après, ils sont déconnectés. Et après, il y a des suicides. Et après, il y a ci, il y a ça. Tout est lié, tout est lié. Moi, si je peux, à travers votre entretien, si je peux avoir ouvert, ne serait-ce qu'une bonne âme, qui va le dire à un autre, et qui va repartager votre live, et bien, moi, j'aurais réussi mon coup. Si j'ai sauvé 3000 ce soir, c'est bon, je suis content. Oui, ben c'est probable. Merci beaucoup. Je vous remercie vraiment beaucoup et je vous souhaite une très très bonne émission demain avec notre ami Eric Montana. Ok, pas de souci. Bonne émission. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Force à nous. Merci. Ça fut un plaisir. Oui, pour moi aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, bonne soirée. Merci vous aussi. Au revoir. Au revoir. Voilà les amis, cette émission est faite. Alors ça, c'était un peu rock'n'roll, hein, vous l'avez vu. Hein. Je vous remercie beaucoup d'être restés parce que vous avez eu juste ma tête qui faisait ça. Mais bon, ça ne devait pas être très varié. Mais par contre, ce qu'on a entendu était très intéressant, je pense. Je pense qu'il a répondu un peu aux questions que vous posiez, que je voyais passer dans les commentaires. Et puis, donc, je vous remercie beaucoup.